Salut, je m'appelle Aïssa, Laurence, Elisabeth, et nous sommes de l'émission La classe de 6e. Vous regardez CTRB TV. Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui en compagnie de Danielle Perrault, directrice générale du réseau FADOC. Bonjour Madame Perrault. Bonjour. Donc vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler bien évidemment du rôle du réseau FADOC à plusieurs points de vue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui est quand même assez lourd. On va parler de la maltraitance envers les aînés. D'abord, si vous étiez capable de nous expliquer ce que ça implique, la maltraitance. Oui, bien, la maltraitance, c'est un phénomène qui est là, que souvent on pense qu'on ne le voit pas, mais on le côtoie presque quotidiennement, que ce soit auprès de gens qu'on côtoie ou même dans des situations beaucoup plus de proximité aussi. Qu'on pense à la maltraitance physique, psychologique, ça peut être sexuel, ça peut être même la négligence, parce que de ne pas s'occuper de quelqu'un qui aurait des besoins, c'est une forme de maltraitance aussi. Donc, on peut voir que le spectre est assez large de ce côté-là. Et quand on parle d'abus et de maltraitance, parce que les deux vont ensemble, bien là, on ajoute au niveau financier, par Internet, la sollicitation, que ce soit téléphonique ou par à la porte, ce sont tous des formes d'abus et de maltraitance. Donc, on connaît tous quelqu'un qui, même nous, souvent, ne serait-ce que par téléphone, là, on en reçoit. 6 heures à l'heure du souper, là, on est sollicité, mais c'est de l'abus. C'est une forme d'abus parce qu'on n'en veut pas de ça. Puis c'est comme ça tout le temps. On peut passer à côté de quelqu'un qu'on voit avec une certaine détresse. On s'en occupe pas parce qu'on le connaît pas. Mais c'est une forme de négligence, de ne pas s'occuper de la personne qui aurait peut-être un besoin de pouvoir avoir besoin de nous. Donc, tout ça fait partie de la maltraitance. Et elle est davantage visible auprès des personnes aînées parce que ce sont des personnes les plus vulnérables. Il y a les enfants aussi, bon, il y a ce côté-là, mais nous, au réseau FADOC, c'est sûr qu'on s'adresse aux personnes de 50 ans et plus, donc on se penche davantage sur les abus, la maltraitance qui s'adresse à cette clientèle. Mais j'imagine que la maltraitance la plus visible, la plus facile à remarquer du moins, c'est la maltraitance physique. C'est ce qui se remarque le plus facilement. On parle de quoi quand on parle de maltraitance physique? Bien, physique, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir des blessures, qu'on va tabasser, qu'on va frapper, qu'on va... ça peut être... quasiment ligoté, c'est peut-être exagéré ce que je dis, mais il y a des personnes aînées qui vont être mises en isolement le jour parce que ils voudront pas les laisser tout seuls pendant qu'ils vont sortir, qu'ils vont aller faire, que les gens qui s'en occupent vont aller faire d'autres travaux. Donc, ils vont les asseoir dans un fauteuil, ils vont quasiment les garder ligotés sur une chaise pour être sûr qu'ils bougeront pas de là, ou ils vont leur laisser un espace dans une pièce, mais la porte va être barrée, ils ne pourront pas avoir accès à rien de ça. Donc ça, c'est des violences, c'est des maltraitances psychologiques et physiques qu'on voit, mais qui est fait à l'intérieur d'une maison. Donc, comment on fait, nous, de l'extérieur, pour vraiment s'assurer que ça se produit pas d'une façon régulière aussi? C'est lorsque la personne arrive avec des marques qu'on peut voir, parce que tant qu'on ne voit pas de marques, on ne le sait pas. Psychologiquement, c'est encore plus pernicieux parce que les gens ont très peur, ils sont souvent menacés, donc n'oseront pas le dire, ils n'oseront pas dénoncer ces actes-là qui sont contre eux parce que ce sont des gens qui sont très vulnérables, qui vivent une forme d'isolement assez importante aussi. Donc, s'ils parlent, bien, je ne pourrai plus les voir.
ils vont peut-être m'enlever mon droit de visite de mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants. Il y a tout ça, là. Tout ce mécanisme-là, il est là. Et ce qui fait en sorte que les gens se taisent beaucoup par rapport à ces situations-là qui sont de plus en plus importantes. Donc, une situation de quasi-isolement, disons, les rend déjà plus fragiles psychologiquement, puis la menace d'un isolement, mais total, c'est à ce niveau-là qu'on joue beaucoup de maltraitance psychologique? Ah oui, parce que on les menace beaucoup. Si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu me donnes pas ton chèque de pension à la fin du mois, ben tu verras plus tes petits-enfants ou je viendrai plus t'aider à faire ton gazon ou n'importe quoi, là. Mais c'est ça la réalité. Donc, ces gens-là, comme ils sont plus âgés, qui souvent, ils se retrouvent davantage seuls, ils n'ont pas de réseau social. L'importance des réseaux sociaux, d'éviter l'isolement, de sortir, d'aller jouer au quai, d'aller danser, d'aller faire n'importe quelle activité, mais de sortir pour qu'on ait des contacts avec les autres. Mais les gens qui sont chez eux, qui sont seuls et qui attendent que quelqu'un vienne une fois par mois peut-être les voir ou qui vivent avec des proches, puis là, ils s'attendent, mais ils sont menacés. Ils sont tout le temps menacés. Donc, c'est ça qui fait qu'ils ne parlent pas et qu'ils n'oseront jamais aller porter plainte pour des abus ou des maltraitances pour lesquels ils sont victimes. Vous avez dit tantôt quelque chose qui m'a fait presque sursauter. Là. Vous parlez d'abus même sexuels envers les personnes âgées. Oui. C'est quel genre de personnes qui sont les responsables de ces types d'abus-là? Ce sont des gens qui sont près d'eux? Oui. Habituellement, ce sont des gens qui sont très près de ces personnes-là. La famille immédiate, bon, souvent les enfants. Si les gens vivent dans des centres, je ne parle pas nécessairement de résidence là, pour personnes autonomes, mais quand les gens sont rendus davantage dans des centres où ils ont une perte d'autonomie un peu plus importante, bien, c'est sûr qu'ils sont davantage vulnérables. Le personnel, normalement, il devrait être bon, il devrait être compétent, puis il devrait être à l'attention, toute l'attention sur les personnes. Mais comme dans n'importe quelle couche de la société, il y a des gens qui profitent de certaines situations. Et souvent, ils créent un lien de confiance. Puis à partir du moment où le lien de confiance est créé, bien là, c'est facile pour eux de pouvoir abuser de la personne qui est vulnérable et en la menaçant tout le temps. Parce qu'il y a toujours la menace qui apparaît. Si tu parles, il va t'arriver telle affaire. Si admettons que c'est une personne qui prodige des soins, bien, ils vont dire, bien, je te donnerai plus tes soins, je t'aiderai plus pour ton bain, je viendrai plus te faire tes repas, je viens. Donc, il y a toujours cette menace-là qui est là, qui est sous-jacente, mais qui fait en sorte que la personne, elle se dit, mais non, je ne parlerai pas parce que moi, j'ai besoin de ça. Donc, son besoin devient plus important que la situation qu'elle va vivre. Et c'est ça qui est dommage. La question que je me pose, par contre, c'est que, bon, évidemment qu'on a cette image-là qui semble être une réalité aussi, qu'évidemment, les gens qui sont plus âgés, particulièrement ceux qui sont en perte d'autonomie, on s'en doute bien, qui dépendent un petit peu plus des autres, sont évidemment plus sensibles, plus vulnérables à toutes ces formes de maltraitance-là ou d'abus-là. Par contre, l'image que j'avais personnellement, moi, des personnes âgées, c'est que justement, ils vieillissent de plus en plus en santé longtemps, de plus en plus en forme longtemps. Est-ce que cette vulnérabilité-là, elle va en diminuant ou au contraire, il y a encore une bonne partie des gens aînés qui restent vulnérables à tout ça, malgré ce qu'on pourrait croire, parce qu'ils restent jeunes de plus en plus longtemps? Ça, c'est une réalité, puis tant mieux, sauf que les personnes les plus vulnérables, souvent, c'est les personnes qui n'ont pas de réseau social, qui ont des pertes importantes au niveau cognitif, au niveau de la santé, qui ne leur permet plus de faire et d'être aussi autonomes qu'ils l'étaient à une certaine époque. Donc, dès qu'on perd une certaine autonomie, qu'on devient dépendant de quelqu'un, on devient plus vulnérable aussi. Et on ouvre la porte à ces situations-là. C'est sûr que l'environnement est important. Si on a des enfants sur qui on peut compter, qui sont fiables, qui veulent prendre soin de nous, il n'y a pas de problème, ça va bien. Mais dès qu'il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, des fois, ils ne le font pas
tout le temps pour vraiment mal faire. Sauf qu'il y a peut-être qu'il y a un proche qui vit une situation difficile, qui va faire en sorte qu'il va avoir besoin de demander tout le temps un chèque de pension. Là. Une fois, si la personne d'elle-même elle dit « Bon, moi, mon fils a un problème ce mois-ci, il vient de se séparer. » Bon, là, je donne des exemples comme ça. Là. Mais il vient de se séparer, bon, c'est plus difficile pour lui, je vais y aider. La personne le fait volontairement, ce n'est pas un abus. Il ne faut pas voir des abus où il n'y en a pas non plus. C'est quand c'est à répétition que là, ça devient un petit peu abusif. C'est plus voulu, là. C'est à partir du moment où on ne fait plus parce qu'on veut faire plaisir, mais qu'on le fait parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'on nous le demande puis qu'on nous met une pression pour le faire, c'est là qu'on est dans des situations de maltraitance et d'abus. C'est vraiment dans ces... Mais quand c'est volontaire, quand on fait quelque chose parce qu'on veut le faire, il n'y en a pas. Mais la ligne, elle est très mince entre les deux. Et souvent, les personnes vulnérables, franchir cette ligne-là, pour eux, ça devient quelque chose de problématique aussi. Puis ils vont se renfermer beaucoup parce qu'ils vont avoir tellement peur de le dire à quelqu'un qu'ils vont préférer se renfermer sur eux puis d'éviter tout contact au cas où ils viendraient qu'à parler. Fait que souvent, c'est les gens de l'extérieur, soit des voisins ou bon, des gens qui vont trouver ça louche un peu des fois ce qui se passe, qui vont, eux, dénoncer, sauf que tant que la personne qui est la victime ne dénoncera pas elle-même et ne portera pas plainte elle-même, il n'y a personne, même les policiers ne peuvent rien faire. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est de faire amener ces personnes-là, ces victimes-là, à changer leur comportement et leur façon de voir pour arriver à dénoncer. Bien, là-dessus, on va faire une courte pause, mais on va revenir justement sur la façon d'abord de prévenir ça, la maltraitance, et aussi comment y réagir lorsqu'on sait que ça a lieu. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manègue, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, je m'appelle Paul Savoie. Vous écoutez CTRB. Toujours en compagnie de Mme Perrault, directrice générale du réseau FADOC. On a fait un peu ensemble le tour de ce que c'était la maltraitance. Maintenant, on va être amené à parler de comment on prévient ça, la maltraitance. Pour prévenir la maltraitance, bon, il faut premièrement être conscient qu'on en est victime, que lorsqu'on est la victime, c'est de prendre conscience de ça. Comment? Bien, c'est de se poser des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Ou si on m'oblige à le faire. Fait que c'est une prise de conscience là, au niveau de la prévention. C'est sûr que quand c'est les gens autour de nous, ben c'est d'être un petit peu plus éveillé, comme je le disais tantôt, à certains signes qu'on peut voir. Si on voit qu'une personne, ça fait, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines qu'on n'a pas vu sortir de chez elle, puis on était habitué à la voir, ben peut-être se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est malade ou est-ce qu'il se passe d'autres choses? Puis si on va la voir juste par courtoisie, puis qu'elle nous dit non, non, ça va bien, puis bon, on est comme pas trop sûr, bien, c'est d'essayer de fouiller un petit peu plus, puis de l'amener à peut-être parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a fait dernièrement et tout. Donc, au niveau de la prévention, c'est d'être vraiment disponible à voir et à s'intéresser à ce qui se passe. Par après, bien, c'est sûr que là, si on est à peu près sûr qu'il y a une situation qui est problématique, bien là, c'est de référer
auprès d'organismes qui vont pouvoir, eux, intervenir puis faire une bonne intervention. Il y a un dépistage aussi, parce qu'il ne faut pas accuser non plus sans preuve, parce que ça peut être dommageable aussi. Mais ce qui est important, c'est de dire, bon, ben je pense que, mais il y a le CLSC, il y a des coopératives de soins en domicile. Ça, c'est des gens qui souvent sont appelés à aller pour différents services à domicile, puis eux sont en mesure de voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils vont de semaine en semaine, ou des fois même 2 fois par semaine. Donc, ça, c'est des gens avec qui c'est important de créer des liens pour s'assurer là, que tout se passe très, très, très bien. Il y a les policiers, naturellement, si on est dans une fraude financière ou encore avec de la maltraitance là, vraiment physique ou des trucs comme ça, je veux dire, il y a toujours la police. Mais si la personne ne porte pas plainte, la police ne peut absolument rien faire. C'est ça la portion dramatique de la chose, c'est que tant que la personne d'elle-même ne dénoncera pas, ne portera pas plainte, il n'y a pas beaucoup d'intervention qui peut malheureusement se faire. Donc, il faut de plus en plus informer les gens de cette situation-là, que ça existe. Et c'est pas pour apeurer les gens qu'on dit qu'il y en a beaucoup et qu'il y a de la psychologique, de la physique, de la sexuelle, de la négligence et tout ça. C'est parce que c'est un fait. Mais tout le monde, l'humain est ainsi fait qu'on fait tout le temps comme si ça n'existait pas. C'est pas pour nous, ça me concerne pas, ça me regarde pas. Mais au contraire, ça devrait nous concerner, puis on devrait être touché par ça, puis faire quelque chose par ça. Ne serait-ce que de sensibiliser la personne, bien, on vient de faire un geste, on vient de poser un geste. On n'a pas, nous, les moyens légaux puis les moyens médicaux pour pouvoir intervenir, parce qu'on est des simples citoyens, mais on peut quand même être suffisamment intéressé et avisé pour pouvoir, en tout cas, faire quelque chose à ce niveau-là. Puis la seule chose, en fait, que l'entourage peut faire pour aider, c'est vraiment ça, de sensibiliser et d'informer, parce que comme personne extérieure à la situation, on ne peut pas porter de plainte. Non. Même communiquer avec un organisme, j'imagine que ça doit se faire par la personne qui en est victime elle-même. Non, on peut, la personne, admettons, moi, je serais témoin de quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Après, là, sérieusement, là, avoir, pas je me lève un matin puis je pense que chez mon voisin, il se passe quelque chose, mais vraiment, là, d'une façon sérieuse, avec des signes qu'on peut... on peut appeler un CLSC, on peut aller voir des organismes, dire « mais moi, là, je suis inquiète parce que je pense sérieusement à cause de tel fait, telle situation, telle chose, qu'il se passe quelque chose chez telle personne. Est-ce que c'est possible pour vous de peut-être faire en sorte d'envoyer quelqu'un pour voir? » C'est ça. On ne peut pas confirmer, on ne peut pas dire « bien, il y a votant là, c'est sûr, il y a quelque chose. » Ça, on ne peut pas le faire. Mais par contre, on peut aller chercher de l'aide. Cette aide-là, elle existe parce qu'il y a énormément d'organismes que les gens ne connaissent pas non plus, parce que souvent, on est très bien structuré puis entouré de ce côté-là, mais les gens ne savent pas que ça existe, puis qu'à 2 pas de chez eux, ils peuvent trouver la ressource qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir intervenir d'une façon correcte. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir le faire, mais c'est notre rôle de le faire. Après, notre rôle est terminé. On a fait ce qu'un bon citoyen devait faire, mais ça sera dans les mains des intervenants, mais surtout de la victime. Parce que si elle continue à refuser, qu'elle nie toute situation, même les intervenants vont être assez limités de ce côté-là. J'écoute ce que vous me dites, puis le message que ça m'envoie, c'est que pour les personnes âgées elles-mêmes, pour les aînés eux-mêmes, une bonne forme de prévention avant que quoi que ce soit arrive, en fait, avant qu'on ne se considère victime de quoi que ce soit, faire ce qu'il faut pour s'informer des organismes qui nous entourent, justement, de qui peut nous venir en aide si jamais ça arrive, pour que dès les premiers signes, on puisse aller chercher l'aide. Ce serait ça la prévention à faire chez les potentielles victimes, si je peux dire. Et d'avoir un réseau social. Je pense que ça aussi, ça fait partie, parce que tant qu'on est seul, puis qu'on se croit seul,
On est vraiment dans une situation, on ne voit pas d'issue. Mais si on a un réseau social, qu'à tous les jours, ne serait-ce qu'à d'aller prendre une marche avec un voisin, avec un ami, déjà là, on parle en marchant, puis on dit peut-être des choses que des fois, ça peut allumer la personne et tout ça. Donc, le réseau social devient très, très, très important. Et c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup moins auprès des gens qui ont ce réseau-là et qui participent à différentes activités parce que, justement, ils sont davantage informés, davantage avisés par rapport à tout ça. Mais les gens qui sont seuls, qui vivent seuls, qui passent 24 heures sur 24, quasiment tout le temps dans le même petit environnement, leur salon, leur cuisine, leur chambre, puis qui tournent autour de ça toute la journée, puis qui sont seuls, puis que là, il y a quelqu'un qui rentre une fois de temps en temps, puis tout ce qu'il fait, c'est « Regarde, tu signes ton chèque aujourd'hui » ou « Là, je viens, puis je suis pas content parce que tu m'as pas fait mon dîner aujourd'hui. » Bon, puis il y a une taloche ici et là. Mais ça, là, on le voit pas de l'extérieur. Mais si les gens ne sortent jamais puis qu'ils parlent pas de ça ou qu'on voit pas de marque ou qu'on trouve pas qu'il a l'air un peu changé, malheureusement, cet isolement-là qui s'autorise, bien, il va faire en sorte qu'ils vont continuer à être des victimes puis qu'ils vont le vivre. Puis ça va être difficile. Ils ont beau écouter la télévision, mais ils ne se sentent pas concernés, là. Même s'il y a des annonces avec qui vont des champs, là, et qui parlent de maltraitance, eux, ils ne se voient pas dans cette situation-là parce que c'est pour les autres. C'est toujours pour les autres. On n'est jamais, nous, concernés par ces situations-là, jusqu'au jour où on en prend vraiment conscience. Donc, c'est ce qui est important. Fait que c'est le réseau social, puis de s'informer des ressources qui existent autour de chez nous. Pas seulement des ressources là, pour la maltraitance, les abus, mais toutes les ressources qu'on a qui existent. Il y en a plein, plein, plein. Chaque MRC a une quantité incroyable de ressources, de services, d'organismes qui sont là puis qui attendent que ça. Qui visent bien souvent de 1 à briser l'isolement et de 2 à informer. Ce sont leurs seuls buts des fois, c'est que ça. Et c'est la base de la prévention. Oui. Et souvent, les gens ne les connaissent pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se fait autour d'eux, puis c'est dommage. C'est dommage, effectivement. Puis quand on parle de ressources, on va aller à une courte pause, mais on va y revenir aux ressources parce que justement, le réseau FADOC propose un programme qui s'appelle Aînés avisés. On aura la chance d'y revenir. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Marie-Soleil Michon, vous regardez CTRB TV. Toujours en compagnie de Danielle Perrault, qui va maintenant nous parler du programme spécifique au réseau FADOC qui est Aînés avisés. Donc, parlez-nous-en un petit peu de ce que c'est. Ça me fait plaisir parce que c'est un programme qui est pan-québécois. Donc, c'est sur partout dans la province de Québec. Tous les réseaux FADOC offrent le programme Aînés avisés. Et ce programme-là, c'est une initiative du CSS Cavendish, de la Sûreté du Québec et du réseau FADOC. Donc, ces trois organismes-là, pendant quelques années, ont travaillé à élaborer un programme qui s'appelle Aînés avisés maintenant et qui est fait conjointement, toujours, un policier de la Sûreté du Québec ou un policier municipal dans les municipalités qui ne sont pas desservies par la Sûreté du Québec et un bénévole formé spécifiquement pour le réseau FADOC pour accompagner le policier. Et à ce moment-là, tout groupe, tout organisme qui peut avoir un minimum de 10 personnes
idéalement jusqu'à peut-être 20 personnes, former un groupe, on se présente chez eux et on offre la conférence avisée. Donc, le policier qui est là en tant qu'intervenant, le bénévole du réseau FADA qui est là pour animer la conférence, puis bon, s'assurer que tout le monde peut bien participer à son droit de parole et tout. Et à l'intérieur de ces conférences-là, on présente des capsules qui ont été faites, des petites capsules d'à peu près une minute et demie, qui ont été faites avec des comédiens, mais sur des sujets très percutants. Puis en 1 minute et demie, là, on a le... C'est comme un petit film là, qui nous est résumé. On a toutes les émotions là-dedans. Et on parle d'agisme, on parle d'abus, on parle de négligence, on parle d'un tas de choses là-dedans. Tous les abus dont j'ai parlé depuis le début, psychologique et tout, là, on les retrouve tous dans ces capsules-là. Et c'est ce qui est présenté. Et après chacune des capsules, bien là, à ce moment-là, avec le policier, on fait une activité, c'est-à-dire qu'on demande quel genre d'abus vous avez vu. Est-ce que vous en avez déjà vu des abus comme ça? En avez-vous été témoin? Êtes-vous victime? C'est ça, victime, ils ne lèveront pas la main, là. Mais souvent, après, quand c'est terminé notre heure, parce que ça dure 1 heure, c'est terminé, souvent, il y a des gens qui vont voir le policier. Et lui, à ce moment-là, il se retrouve avec des cas et il est capable de faire le suivi nécessaire, l'intervention nécessaire. Et c'est le but de ces conférences inavisées-là. C'est de sensibiliser dans un premier temps la population en général à cet état de choses, parce que c'est là, ça existe, et de dire, regardez, il n'y a plus de raison maintenant pour penser que ça n'existe plus. On vous en donne des preuves. Maintenant que vous savez quelle forme ça peut prendre, soyez de bons citoyens, soyez avisés et faites en sorte qu'un jour, ça soit éradiqué, parce que si ces gens qui font de la maltraitance se rendent compte que tout le monde est tellement avisé maintenant qu'ils n'ont plus d'emprise sur eux, bien, il va falloir qu'ils aillent faire d'autres choses ailleurs. Fait qu'au moins, on aura peut-être réglé, en tout cas, éradiquer, on le souhaite, un peu cette situation-là. C'est illusoire présentement, on le sait bien, mais si au moins on fait ce travail-là de sensibilisation, bien, le dépistage et l'intervention, ça va être beaucoup plus facile par après à travailler. Et nous, le réseau FADOC, c'est un des projets qui nous tient à cœur parce qu'on trouve important, vu qu'on travaille avec cette clientèle-là des 50 ans et plus, de les informer. Mais on fait plus que ça, c'est qu'on donne aussi ces conférences-là auprès d'étudiants en technique infirmière, en éducation spécialisée et tout ça, parce qu'il faut qu'eux aussi soient informés de ça pour que dans leur travail au quotidien, si jamais ils voient des situations comme ça, qu'ils soient eux aussi avisés. Donc, ça s'adresse, ce programme, ces conférences inavisées, à tout le monde, dans le fond, pour vraiment conscientiser le plus de gens possible à la situation de la maltraitance et des abus. Puis quand vous dites, bon, évidemment, le but ultime de ça, c'est la sensibilisation, l'information. Quand vous dites qu'il y a des gens qui, après, en profitent pour aller voir le policier pour, faire des dénonciations peut-être, est-ce que ça faisait partie d'un but qui était recherché ou ça a été une surprise pour vous de voir que les gens réagissaient? On savait, puis c'est pour ça qu'on ne veut pas que ce soit des groupes qui soient plus gros en nombre qu'une vingtaine de personnes. Parce qu'on l'a déjà fait pour des groupes plus importants, mais là, on leur a dit, regardez, on va vous faire une conférence, mais pour vous raconter un peu ce que c'est le programme. Mais on ne vient pas faire la conférence comme on l'a fait quand c'est des petits groupes. Parce qu'en petits groupes, il y a des choses qui sortent qui sont vraiment importantes. J'ai vu même une conférence, parce que c'est moi qui la donnais, celle-là, où on avait invité la télévision. Et puis j'ai refusé. Puis j'ai expliqué pourquoi. Pas parce que je voulais pas qu'ils soient là. Au contraire, ça aurait donné une belle visibilité au programme. Sauf que je savais que s'ils installaient leur caméra, à ce moment-là, les gens n'auraient pas parlé. Parce qu'ils auraient dit, je vais être identifié, c'est filmé, ça va passer par après. Donc, j'ai demandé à ce que les caméras, ce soit pas là, mais de faire une entrevue après, si c'était correct, mais pas pendant. Et puis, j'ai bien fait parce qu'à ce moment-là, il y a une dame qui a vraiment exprimé quelque chose qu'elle vivait. Et je suis certaine qu'elle l'aurait pas fait à ce moment-là. Fait que d'où l'importance du programme Inavisé. Bien, en tout cas, un gros merci d'avoir fait le tour avec nous de tout ce que ça implique, la maltraitance, et surtout de ce qu'on doit faire pour le prévenir et pour l'éradiquer ultimement.
Thank you.